Bonjour chers élèves de seconde, je vous retrouve pour une vidéo qui sera faite pour la première semaine de distanciel, et donc elle sera relativement longue, mais en fait vous en aurez qu'une seule, hein, cette fois-ci c'est pour gagner un petit peu de temps, donc vous vous équilibrerez comme vous voulez. Alors je précise quand même une chose, c'est que vous avez une introduction que je ferai en présentiel donc sur le thème 4 de géographie, plus les travaux de groupe. Normalement ceux qui ont déjà regardé sur l'ENT, vous avez dû le voir. Donc ce thème 4, ça va concerner les questions de territoire, population et développement. Donc l'introduction, je la ferai en présentiel. Ceux qui veulent déjà éventuellement la noter, même si je la referai en présentiel, elle sera de toute façon sur l'ENT via le lien sur la présentation. Alors d'autre part, ce que je vais faire avec vous dans cette vidéo, c'est voir la croissance de la population mondiale. On va se concentrer sur l'aspect population. L'aspect inégalité, ce sera le grand 2, ce sera la semaine suivante. Donc, grand 1, la croissance de la population mondiale, un processus différencié. Alors, on va revenir sur un mythe qu'on trouve beaucoup sur Internet, c'est celui de la surpopulation. On en avait déjà un peu parlé. C'est qu'effectivement, il y a une sorte de crainte que la population mondiale ne cesserait d'augmenter. Et en fait, c'est vrai et faux. Alors, c'est vrai dans le sens que ça augmente maintenant, mais on sait déjà que c'est en train de se stabiliser. Et que de toute façon, le gros problème, c'est surtout et surtout donc d'arriver à cette modification, à arriver à cette stabilisation. Donc effectivement, on va le faire en trois sous-parties assez courtes, donc une sur la transition démographique, donc ça va être la première. Comme d'habitude, tout ce que vous avez à écrire, c'est écrit sur les côtés. Alors en fait, là, vous avez un document qui vous montre l'évolution de la population mondiale. L'augmentation de la population mondiale, c'est ce qui fait à peu près aujourd'hui, c'est qu'elle a été très forte depuis 2 siècles. En 1950, on était à peine plus de 2 milliards d'hommes. Dans peu de temps, nous devrions être arrivés à 8. Donc c'est une augmentation gigantesque puisque ça a été multiplié par 4 en l'espace d'environ 75-80 ans. Cependant, et c'est ce que vous voyez avec le pourcentage, cette croissance est ralentie peu à peu. Finalement, c'est que vous le voyez, c'est que finalement, elle a été très très forte en 1980, donc la population avait une croissance de 20%. Là, aujourd'hui, finalement, on arrive effectivement à une croissance de 10%. Ensuite, on voit 7,7%, etc. En fait, cette croissance, donc, est ralentie. Elle ralentit peu à peu. La plupart des démographes, ils pensent sauf catastrophe, ce qui est tout à fait possible, vu les problèmes climatiques, la plupart des démographes, ils pensent qu'un pic devrait être atteint soit en 2050 à 9 milliards, soit en 2100 avec 10 ou 11 milliards, avant que la population se stabilise, voire même commence à diminuer. Bon, après, on va pas trop se projeter dans le temps, mais il y a même des gens qui se demandent si éventuellement l'espèce humaine ne va pas disparaître finalement naturellement, peu à peu, en s'éteignant, comme c'est arrivé à d'autres espèces. Même si là, bon, personne, aucun d'entre nous, sauf découverte de l'immortalité, ce qui modifie évidemment la donne, serait là pour le voir. Alors pourquoi ça diminue? Pourquoi cette croissance plutôt, pas que ça diminue, mais pourquoi cette croissance est ralentie? C'est à cause d'un phénomène qui s'appelle la transition démographique, qui touche quasiment tous les pays. C'est ce que vous avez avec ce schéma. La transition démographique, c'est l'idée qu'en fait que plus un pays est développé, plus sa croissance a tendance à ralentir. C'est que dans un pays pauvre, on a beaucoup d'enfants parce que la mortalité infantile est très très forte, ce qui fait que les taux de mortalité, les taux de natalité sont très forts mais équilibrés. En fait, on est au même niveau, ce qui fait que la population augmente peu. Il y a autant de naissances que de décès. Et dans un premier temps, avec le développement économique, on a une amélioration de la médecine, une amélioration des conditions d'hygiène, ce qui fait que c'est le taux de mortalité qui baisse en premier. Et finalement, les gens, ils mettent du temps à réaliser ça, ils continuent à garder l'habitude de faire pas mal d'enfants, surtout que généralement au début, on a une industrie qui demande des bras, donc c'est bien d'avoir pas mal d'enfants pour éventuellement travailler. Sauf que peu à peu, avec finalement cette prise en compte du facteur que la plupart des enfants survivent à la mortalité infantile, qu'il y a les écoles qui se développent, que l'âge des femmes au mariage notamment commence à reculer avec l'éducation, le taux de natalité commence à baisser. Et en fait, c'est ça la grosse différence. C'est que plus un pays est développé, plus il en avance cette transition. Quelque part, tous les pays du monde que vous avez, ils sont à peu près dans cette transition. Sauf que la différence, c'est que un pays comme l'Angleterre, par exemple,
la phase de pré-transition, ou plutôt, je vais prendre l'Allemagne, vu que c'est l'Allemagne que j'avais pris comme exemple, vous voyez qu'elle est tout à la fin. L'Allemagne, il a commencé sa phase de pré-transition, finalement, à la fin du 18e siècle. Au 19e siècle, elle a vu sa natalité continuer à être forte et sa mortalité diminuer, ce qui fait que la population allemande a énormément augmenté. On est arrivé à peu près donc en 1950, donc au milieu du XXe siècle, au milieu de à cette phase-là. Et la population, là, la croissance a commencé à diminuer de plus en plus fortement. Elle est sortie de la transition démographique, elle a coûté la phase 2 pour arriver en cette phase de post-transition, voire même de diminution de la population. Alors vous avez d'autres pays, par exemple comme l'Inde, où la croissance est forte, mais on commence à voir la fin de la transition, on commence à passer la phase 2, et le Niger, qui est l'un des pays les plus pauvres du monde et qui reste l'un des pays avec le plus fort taux de natalité, qui est encore en plein milieu de la transition. Donc la population augmente finalement encore fortement. Donc effectivement, vous avez l'idée que dans les pays développés, la population, elle n'augmente plus, voire elle diminue, alors qu'elle augmente encore fortement dans les pays pauvres. Alors les principales conséquences de la transition démographique, donc effectivement, comme je le disais, ça va être effectivement une différence en fait de population. C'est que les pays les moins développés sont ceux où la croissance est la plus forte. On compte que par exemple l'Afrique elle compte actuellement 1 milliard d'habitants. On pense qu'en 2050 elle devrait en compter 2,5 milliards. Alors qu'à l'opposé, l'Europe, finalement, en 1900, c'était les 25% des habitants du monde étaient européens. On pense qu'en 2050, il ne serait plus que 7%. Donc vous voyez, la transition démographique, c'est ce qui permet éventuellement de faire des calculs, des projections. Et c'est vrai pour pratiquement tous les pays, sauf peut-être un. Alors, la deuxième conséquence, donc la B, c'est que ça veut dire qu'il y a des populations âgées et des populations jeunes. D'accord? C'est ce que vous avez là avec deux pyramides, la pyramide de l'Ouganda, donc un pays d'Afrique, et de l'autre côté la pyramide de l'Espagne. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes dates, 2017 pour l'une, 2016 pour l'autre. Donc je pense que vous connaissez le principe des pyramides d'âge, c'est qu'effectivement, plus on va vers le haut, plus c'est des personnes finalement très âgées, plus on descend vers le bas, plus c'est des personnes jeunes. Et vous voyez un peu cette forme caractéristique, c'est que du côté du Gonda, c'est une vraie pyramide, on voit qu'il y a très peu de personnes âgées, et par contre une base très large, donc ça veut dire beaucoup de jeunes. Alors que du côté de l'Espagne, c'est l'inverse. On a une pyramide où la base est très étroite, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pourcentage de population jeune. Un milieu qui est assez vaste parce qu'effectivement on a beaucoup de gens finalement adultes, notamment de gens de 40-45 ans, et finalement une montée qui est plus étroite, qui correspond aux personnes âgées. Évidemment, elle est plus étroite à cause de la mortalité, mais vous voyez bien ce que ça veut dire, c'est que c'est quelque chose qui est destiné à évoluer. Donc l'avancement dans la transition démographique, il a des conséquences directes sur le nombre, ça on l'a déjà vu, mais aussi sur la composition des populations. Dans les pays en voie de développement, la population est très jeune. En Ouganda, les moins de 18 ans, ça représente plus de 50% de la population. En Espagne, vous avez 18% de la population qui a déjà plus de 65 ans. Et finalement, ça a des conséquences directes sur pas mal de choses. C'est que par exemple, dans les pays pauvres, on va avoir des besoins éducatifs énormes. Là, vous avez une classe au Niger, et aussi des demandes d'emploi qui vont être très fortes, puisque toute cette jeunesse, elle va avoir besoin d'emploi. Donc finalement, c'est une main-d'œuvre qui est effectivement très nombreuse. Donc dans les pays donc développés, à l'inverse, nous on a des dépenses qui sont liées en fait des frais de santé, des frais de retraite, puisqu'on a une répartition des seniors qui augmente de plus en plus. C'est ce qu'on voit avec le Covid et la mortalité. C'est que bon, on a bien vu que dans les pays européens, il y avait plus de morts souvent que dans les pays les plus pauvres. C'est pas à cause du système de santé, c'est parce que la population est plus âgée. Alors il y a deux façons d'y réagir pour faire face au problème. Dans la majeure partie des développés, c'est le recours à l'immigration qui permet de faire face au problème de main-d'œuvre et de stabiliser la population. C'est le cas de l'Allemagne. Là, vous avez une photo avec justement le drapeau turc qui est mixé avec le drapeau de l'Allemagne. C'est l'idée qu'effectivement, en Allemagne, la seule chose qui fait que la population allemande ne baisse pas, c'est qu'il y a une immigration assez importante qui vient des pays de l'Est, mais qui vient aussi de Turquie. C'est qu'effectivement, on a une population qui reste stable avec l'immigration. C'est le cas aussi pour la France, même si la France a maintenu un taux de natalité assez élevé pendant assez longtemps. Et c'est le cas aussi, effectivement, pour les États-Unis. Effectivement, par contre, ça peut engendrer des tensions. Effectivement, ça peut poser des problèmes. Ce qui fait que vous avez des pays comme le Japon qui sont fermés à toute immigration, qui sont très isolés, qui veulent rester très isolés, très
même si j'aime pas le mot, très pur ethniquement, bah, finalement au Japon on fait un choix inverse, c'est qu'on recourt à la robotisation parce que ça permet effectivement de faire les travaux parce qu'il n'y a pas assez de jeunes pour les faire. Par contre le gros risque c'est que la population bah, risque de disparaître au bout d'un certain temps. C'est qu'au Japon c'est un pays où la population baisse et c'est pas le seul pays du monde. Comme je disais, il y a pas mal de pays où la population est en train de baisser et c'est un enjeu extrêmement fort. Et enfin, on va terminer avec ce C qui est l'exemple français. Alors la France, c'est un cas un peu atypique. Je vous dis qu'il y a eu une exception dans la transition démographique, bah, c'est un peu la France. La France, c'est pas pour là, j'enregistre cette vidéo, c'est le bicentenaire de la date de mort de Napoléon Ier. Napoléon Ier, ça a été un immense conquérant, il a réussi à conquérir une bonne partie de l'Europe, et ici, il a pu la conquérir, c'est parce qu'il bénéficiait d'une armée, qu'il était un général très doué, mais aussi que c'était une armée nombreuse. Et pourquoi? C'est parce que pendant très longtemps, la France était le pays le plus peuplé d'Europe. On l'appelait parfois la petite Chine de l'Europe. Il y a toujours une natalité assez forte et une mortalité assez faible en France finalement. Alors contrairement à tous les autres pays qui suivaient donc le modèle de la transition démographique, en France c'est un peu l'exception. C'est qu'au lieu d'avoir finalement donc une mortalité qui dégringole et la natalité qui suit avec un décalage important, en France, bah, finalement la natalité et la mortalité ils ont diminué quasiment en même temps. Ils ont diminué de concert en fait. Les courbes elles sont parallèles. Ce qui fait qu'assez vite, bah, la France, par rapport à d'autres pays, on a eu un recours beaucoup plus précoce à l'immigration. Dès le début du XIXe siècle, bah, finalement, la France elle avait besoin de main-d'œuvre, et notamment de main-d'œuvre étrangère. À la base, c'était de l'immigration européenne, puisque bah, la population européenne augmentait fortement. Donc les gens venaient travailler en France. Aujourd'hui, par contre, on a rattrapé un peu ce niveau, donc avec une population où vous voyez que la part des seniors est relativement importante. On estime que, effectivement, bah, les plus de 60 ans, ils sont 19,6% en France. C'est aussi, la France est aussi aujourd'hui l'un des pays où l'espérance de vie est la plus forte grâce à un système de santé de qualité et accessible, qui ne coûte pas grand-chose. Alors par contre, bon, le Covid, évidemment, ça nous a fait un petit coup au moral, puisqu'on a l'impression que le système de santé avait un peu failli. Après, dans les faits, globalement, la France reste un pays où on vit de manière assez âgée. Hein. L'espérance de vie, elle est quand même de 82 ans pour l'ensemble de la population. C'est assez élevé, c'est une des plus élevées du monde. La part des personnes âgées, elle augmente. Mais elle est répartie de manière inégale sur le territoire. C'est vrai pour tous les pays. Là, on prend juste l'exemple français, puisque c'est votre pays. En fait, il y a globalement 4 types de régions en France. C'est ce que vous voyez avec cette carte, avec les départements bleus, les départements où finalement la part des seniors est relativement faible, et les départements orange où la part est très forte. En fait, donc, on a 4 types de régions. On a les bassins d'emploi où la population jeune où la proportion d'émigrés est plus forte, ça va être notamment l'Île-de-France, Lyon. C'est des endroits où on a besoin finalement de beaucoup de main-d'œuvre, mais où quelque part la vie n'est pas toujours d'une extrême qualité finalement quand on devient âgé. On a les régions rurales vieillissantes comme le Massif central ou plus près de nous l'Orne, où là par contre souvent on a des seniors qui vivent pas très bien puisqu'en fait c'est les restes d'une population rurale qui est en train de disparaître avec des gens qui vivent un peu isolés finalement, quoi. On a les régions de résidence des seniors des classes moyennes et supérieures. C'est là où les gens viennent passer leur retraite quand finalement ils ont travaillé parfois dans les bassins d'emploi que vous avez en bleu. Souvent c'est des gens avec un niveau de vie moyen voire plus élevé que la moyenne. C'est le cas du sud-est, donc la Côte d'Azur ou les Côtes d'Armor ou même la Manche où vous avez pas mal finalement de personnes âgées qui ont fait une bonne partie de leur carrière finalement en région parisienne qui soit reviennent dans la région qui les a vus naître, soit finalement décident de passer leur retraite dans un coin qu'ils estiment plus tranquille et plus agréable. Et enfin, vous avez des régions comme le Calvados où finalement c'est un peu mixte. On a à la fois des bassins d'emploi et aussi des lieux de résidence de seniors, c'est un peu les deux. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Ce sera tout pour cette semaine. Et donc, je vous reverrai la semaine suivante pour une deuxième vidéo. Vous pouvez déjà regarder le programme qui est fixé sur l'ENT. Je vous remercie de m'avoir écouté. Vous avez pas mal de choses à noter, je pense. Donc ça vous occupera peut-être une petite heure, peut-être deux, on verra bien. Ça dépend de comment vous écrivez. À bientôt.